C'est bon? Bon, bah c'est bon alors. Donc, écoutez, je suis super content de vous voir. Effectivement, on a quand même un petit peu de monde, donc ça fait toujours plaisir. Donc, bienvenue dans ce 27e meet-up du magazine Programmé. Voilà, et pour celles et ceux qui sont habitués à venir à nos meet-up, vous savez qu'on change d'hébergement et de lieu chaque semestre. Et ce semestre-là, donc pour finir l'année, en fait, de septembre à décembre, nous serons ici, donc les locaux de Scalway, et que je remercie avec un énorme plaisir, parce que, et en plus, c'est la première fois qu'on organise des événements avec vous. Voilà, donc un très très grand merci aux équipes de Scalway de nous accueillir jusqu'au mois de décembre. Donc ça c'est toujours pas mal. Donc, comme vous le voyez, le titre, il est un petit peu obscur, mais je pense que ce titre va rapidement se désépaissir. Et vous allez vite comprendre qu'on va parler un petit peu de reste, parce que je pense que vous êtes venus un petit peu pour ça. Voilà, et pour pas m'écouter parler, évidemment. Donc, effectivement, donc, moi je suis François Tonic, je m'occupe du magazine Programmé. Et donc un grand merci encore une fois à notre partenaire et hébergeur Scalway. Donc l'agenda de ce Meetup 27, comme tout Meetup, c'est super clair. Donc moi je vous emmerde quelques minutes. Voilà, enfin, pardon, je vous embête, parce que comme c'est du record, on va essayer de bien parler quand même. Voilà, donc on n'a rien entendu. Donc je vais vous embêter quelques minutes. Ensuite, je céderai ma place à Jules et puis Alexis, voilà, pour qu'ils nous parlent un petit peu de Scalway. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous êtes dans la bureautique, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, je connais pas trop le terme technique, mais bon, on va bien y arriver. Et puis Alexis, qui va nous parler plus du sujet en lui-même. Et puis ensuite, on finit un petit peu la session et les pizzas vont arriver en temps et en heure pour vous sustenter un petit peu la moelle, comme on dit. Donc on va un petit peu se remplir la panse. Voilà. Donc programmer, vous le connaissez sans doute si vous nous suivez depuis quelques années. Donc nous on existe depuis 25 ans. Voilà, on a quand même édité plus de 23 000 pages maintenant en tout. Et le dernier numéro, en fait, mais il est sorti il y a 3 jours, donc c'est le hors-série d'été. Alors, effectivement, nous, c'est un été un petit peu indien, parce qu'il sort que maintenant. Donc, c'est un spécial sécurité et développeur, voilà. Donc, et comment et pourquoi le développeur doit être intégré dans la politique de sécurité, aussi bien dans une entreprise, dans l'IT, dans les infrastructures et bien entendu dans le code. Voilà. Donc, si vous voulez écrire et participer au contenu, vous n'hésitez pas à m'écrire ftonic@programmer.com. Si vous êtes amateur de vieilles machines comme moi, donc on a sorti aussi Technosaur. Voilà, donc c'est sur toutes les machines des années 70 à 2000. Donc on vous explique comment on les répare, comment on les démarre, comment on les construisait et la grande et petite histoire qu'on a derrière les belles machines il y a 80, enfin des années 80 qui démarraient en 2 secondes, voilà, et qui sont toujours aussi increvables. Parce qu'un Commodore 64, on le démarre toujours aujourd'hui, un Apple II, on le démarre encore aujourd'hui, sans aucun problème. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas avec vos machines actuelles. Alors, enfin, ça, c'est qu'une petite pique pour les constructeurs actuels. Et nos prochains événements, donc ça, vous le retrouvez dans le magazine et sur le site programmé.com, évidemment. Nos prochains meet-up, donc le 18 octobre, ce sera en partenariat avec Axonic. Donc Axonic, c'est tout ce qui est système bancaire et transactions bancaires. Et le dernier meet-up qu'on avait fait avec eux, c'était autour de Kotlin et comment en fait on implémentait des patterns de transactions en Kotlin. Et ça, c'était super intéressant. Donc ça, c'est le meet-up 28. Le meet-up 29, donc c'est le 8 novembre. Et le meet-up 30, donc le dernier de l'année, le 13 décembre. Nos conférences développeurs, donc les DevCon, donc là on en a 3 pour cet automne. Donc vous pouvez déjà noter dans vos tablettes, dans vos agendas. Le 3 novembre à l'école ESGI, ce sera une conférence sur le langage Kotlin et uniquement du Kotlin. Donc on va parler de Kotlin Composer, on va parler de multiplateforme, on va parler de coroutine, on va parler de comment on fait du fonctionnel dans Kotlin aussi. Et ça c'est super intéressant, tout ce qui est concurrence et de l'asynchronisme. Question? Alors, ce sera sur Android et ce sera sur desktop.
Voilà, parce que comme le multiplateforme, il fonctionne sur les deux, donc on parlera forcément des deux effectivement à un moment donné. Pardon? Ouais. Bah, ça, c'est assez nouveau, en fait. Le Kotlin multiplateforme, c'est assez nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est pour le 3 novembre. Le 28 novembre, au Gaming Campus Paris La Défense, c'est sur le gaming et le développeur. Donc, le pourquoi du comment on peut devenir dev de jeu, que ce soit jeux web, jeux mobiles et les vrais jeux desktop et console. Donc là, on aura 8 sessions techniques que sur le jeu, le gaming, la 3D, etc., etc. Donc ça promet vraiment une très très bonne session et on espère avoir quelques petites démos très sympathiques aussi à vous montrer. Donc là, on croise les doigts. Et le 15 décembre, donc là, on sera au campus Microsoft France. Ce sera une après-midi, pareil, dédiée aux technologies Microsoft et .NET, parce que .NET 7 sortira en novembre, et ce sera l'occasion de faire un point complet un petit peu sur toutes les nouveautés de la plateforme .NET. Donc ça, c'est le 15 décembre au campus Microsoft. Et c'est tout. Et j'ai fini. Voilà. Il y aura un deuxième micro pour les questions, si jamais vous en avez. J'ai pas pensé à vous le dire au début. Bonjour à tous, bienvenue. C'est filmé, hein? C'est filmé, Gaspard. Non. Bienvenue, enchanté. Je suis Jules Martin. Je suis Developer Relations chez Scaleway. C'est filmé, hein? Et incroyable. Et mon travail, c'est de me faire interrompre en fait à chaque moment quand je fais un talk. Non, en gros, j'organise des meet-ups chez Scaleway. Je peux être speaker. Je fais des tutos aussi que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. En gros, mon travail, c'est de discuter avec les développeurs qui utilisent ou non les produits Scaleway. Je serai accompagné ce soir d'Alexis, qui est notre developer guest star ce soir, qui vous parlera de Rust. Et moi, je vais juste vous parler pendant on l'applaudira après. Et je vais juste vous parler pendant quelques petites minutes de Scaleway et de ce qu'on fait. Parce que tout le monde ne nous connaît pas. Alors Scaleway, qu'est-ce que c'est? C'est un cloud provider. Simplement, on est français mais avec une mentalité européenne. On a des data centers partout en France. On a en France et en Europe. Et je reviendrai dessus juste après. Ah bah ouais, je reviens dessus très vite même. Donc 7 data centers en Europe, 4 en France, dans la région Île-de-France, 2 aux Pays-Bas, 1 en Pologne, à côté de Varsovie, et il va y en avoir quelques-uns aussi qui vont sortir de terre dans les prochains mois, normalement. Spoiler alerte. Scaleway, du coup, on est un fournisseur de cloud public. On essaye de fournir les meilleurs services cloud par les développeurs pour les développeurs. Je reviendrai dessus aussi un peu plus tard. On fait partie d'Iliad, donc sixième plus grand groupe de telco en Europe. Et l'une des spécificités de Scaleway, c'est de fournir des services multi-cloud. Et ça aussi, c'est une alerte spoiler. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard dans la presse. Pour donner quelques chiffres, Scaleway, c'est un peu plus de 150 000 serveurs en production. On a un peu plus de 25 000 clients. Aujourd'hui, on a plus de 500 aussi, donc c'est une slide qui est un poil vieille. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 180 000 serveurs en prod et on va bientôt atteindre les 550 collaborateurs. Pour le PUE, est-ce que le PUE, ça parle à tout le monde ou pas? Levez la main ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est parfait. Alexis, tu n'as pas levé la main. Non, très bien. Le PUE, c'est Power Usage Effectiveness. Donc, c'est en fait l'électricité qui va être consommée dans un data center. Si vous avez 1 watt qui rentre dans le data center, ça va être le ratio entre le watt qui rentre et le watt utilisé vraiment par les machines. Je vais revenir dessus un petit peu aussi après. Donc, Scaleway, on a 22 ans d'existence. Historiquement, on faisait de la colocation de data center et du serveur dédié. Depuis 6 ans, on a un grand virage cloud public et on a aujourd'hui une quarantaine de services IaaS qui peuvent répondre à tous vos besoins. Hop là. Mes 3 dernières petites slides, après je ne vous embête plus.
trois valeurs et trois directions choisies par Scaleway. La première, c'est celle de la souveraineté. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des grands concurrents américains. On fait la part belle du coup à la souveraineté française et européenne. On est 100% RGPD compliant. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais en fait, on n'est pas beaucoup en tant qu'acteur du cloud public à vraiment respecter ça, notamment parce qu'on n'est pas soumis au Patriot Act et notamment au Cloud Act américain, pour ne citer que. Donc la souveraineté française. On a mis beaucoup de budget dans les slides. La deuxième partie, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est le cloud public, les produits cloud par les développeurs, pour les développeurs. On essaye, c'est pas nous qui avons le plus de produits dans le marché du cloud public, cependant nos produits, on les fait bien, c'est basé sur de l'open source, on est très réactif aux besoins de nos clients. On a un channel request où vous pouvez demander et discuter avec nous si vous avez besoin de choses, que ce soit sur Slack Community, sur notre site, sur la partie feature request. Donc un peu plus de 40 produits. On va bien sûr faire des instances, donc des machines virtuelles pour lancer vos web serveurs. On a la database as a service, tout ce qui va toucher au réseau avec un VPC, de l'IoT. Je ne vais pas tous les faire. Avec plaisir pour en discuter après si ça intéresse certaines personnes. Incroyable. Et finalement, Scaleway, c'est aussi un acteur qui est vraiment engagé pour l'environnement. C'est important de le rappeler aujourd'hui. Je parlais de Power Usage Effectiveness. Donc le nôtre est inférieur à 1.15. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, il faut que 1.15 watts rentre dans le data center pour faire fonctionner des machines qui ont besoin de 1 watt pour tourner. Savoir qu'on est beaucoup plus sur une moyenne de 2.5 à l'échelle de l'Europe. Même plus pour certains data centers vieillissants aux États-Unis. Donc en fait, avec notre nouvelle génération de data centers, on a des nouveaux systèmes de refroidissement, donc on n'a plus besoin d'air conditionné, basiquement. Pareil, je ne vais pas tout décrire ici, mais avec plaisir pour en discuter avec vous à la fin. Et on a cut d'environ 40% le besoin en électricité dans nos data centers et de 90% le besoin en eau. Donc c'est absolument énorme, quoi. C'est la consommation d'une petite ville à l'échelle d'un très grand data center. Donc on en est super fiers. On essaye de s'inscrire aussi dans une vibe, même si ce mot n'est pas forcément le mieux choisi, mais dans la bonne direction pour construire les data centers les plus performants énergétiquement possibles. Et c'est parfait, c'était la dernière slide. J'espère que c'était clair et je vais laisser Alexis faire son talk. Merci Jules. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus, parce que c'est quand même toujours agréable d'avoir des potentiels clients, de mettre des têtes sur les tickets pour recevoir quand ça ne marche pas. Donc c'est toujours agréable. Ce soir, je vais vous parler de Rust, qui déjà a entendu parler de ce langage ici, déjà. Ah oui, entendu parler, oui. Ah, c'est déjà plus rassurant. C'est sympa. Je vais vous parler de Rust pour la production sous un angle qui est rarement abordé quand on parle de Rust. Mais ça, donc, on va pouvoir bien en parler. J'ai un bon moment pour en parler. Déjà, qui je suis? Je suis Alexis Bovin, ça fait maintenant 4 ans et demi que je travaille chez Scaleway. J'ai été recruté pour construire les produits réseau tels que Private Network. Donc, si vous avez utilisé l'équivalent du VPC AWS et ainsi de suite chez Scaleway, c'est Bibi qui est derrière. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais du Rust, 2 ans qu'on en a en prod ici chez Scaleway, un peu par ma faute. Je m'étais mis, je trouvais ça sympa et on en a fait après. Et c'est pour ça que je vous en parlais, puisque c'est surtout un retour d'expérience et pourquoi ça marche bien. Rust, tout le monde vous en parle, mais d'où ça vient? C'est un langage qui a été créé en 2006 par un employé de Mozilla comme un petit jouet. Mozilla l'a récupéré en 2009 pour le sponsoriser, le développer. C'est utilisé pour le moteur de rendu cerveau de Firefox, ce qui est quand même un gros morceau et qui éprouve un peu le langage et qui montre que c'est quand même assez près. Et récemment, la fondation Rust qui a été créée, puisque Firefox, récemment, je pense que vous savez tous, ils ont viré plein d'employés, dont toute la core team de Rust.
Maintenant, la fondation, qui est-ce qu'il y a derrière? C'est Mozilla, AWS, Google, Microsoft et Facebook, je crois. Donc ça pousse quand même à dire que le langage est robuste pour qu'ils investissent à ce point-là dedans. Ils ont des contributeurs au compilateur et ainsi. Il y a tout ce qui va derrière. En parlant de compilateur, qu'est-ce que c'est Rust? C'est un langage compilé qu'on pourrait dire être à la fusion entre C++ et OCaml. C'est un langage compilé, très fortement typé, qui se veut d'avoir d'excellentes performances, mais avec un type system extrêmement poussé qui se rapproche des langages à la ML façon OCaml. Il va y avoir des types, des génériques, des traits, on va pouvoir définir énormément de choses dans métaprogrammation, aller beaucoup plus loin que C++, où en fait on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, on met un petit void étoile dans un coin et c'est bon, on dit au revoir au compilateur. Alors que là, non, c'est tout le principe de Rust, c'est son type system. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup en parlé ce soir. Rust, on vous en parlera sous l'angle de la safety memoir. Pas de segfault, il n'y a pas d'out of bound, pas de use after free, il n'y a pas de GC non plus. On vous en parle aussi sous l'angle de la performance, avec toutes les abstractions qui font que c'est très rapide. Mais ça tombe bien, je n'ai pas du tout parlé de ça. Moi, je vous parlais de certains points de concurrence, très rapidement, mais surtout de la robustesse du langage. Comment, par conception du type system, on crée des applications qui ne plantent pas. Et ça, c'est extrêmement important. On a tous déjà eu, je pense, des applications qui nous explosent en prod parce qu'avec un null pointer dans un coin, une exception pas gérée dans un autre, voilà. J'en vois un petit là, quelqu'un là-bas qui un peu mal à l'aise. C'est pour ça que j'en parlais. Le premier élément dans Rust qui fait ça, déjà un petit aperçu d'à quoi ressemble le langage. En termes de syntaxe, on n'est pas sur des langages qui sont totalement aliens, à la Haskell ou du Lisp pour ceux qui en ont peut-être fait. On est sur un langage qui est quand même pas mal inspiré de l'héritage de C, de Java, avec des blocs, des accolades, machin, variables qu'on déclare, des points-virgules, des détails. Ça se lit pas trop mal quand on a l'habitude de ces langages-là. Le premier point que j'ai abordé, ce sont les énumérations, autrement appelées sumtypes dans d'autres langages. Traditionnellement, les énumérations, c'est juste, on a une variable qui prend un ensemble de valeurs et c'est tout. On va avoir une énumération qui va dire, voilà, pour une state machine, l'état de la state machine. En Rust, on peut en plus attacher des données à chaque variante de l'énumération. Et ce qui est extrêmement critique dedans, c'est qu'on ne peut pas créer une variante de l'énumération avec les mauvaises données. Donc dans l'exemple que j'ai mis ici, mettons on crée une bibliothèque HTTP pour interagir avec une API, et il faut bien se loguer avec l'API parce qu'on ne va pas laisser ça en open bar. Soit par un token, soit par login password dans HTTP simple auth. Là, ça, le compilateur Rust va nous refuser parce qu'on essaie de créer un token avec un user pass. Il va nous dire que non, ça n'existe pas dans la variante. Le compilateur nous aide énormément à ce niveau-là, puisqu'il va nous dire, non, dans ton token, en fait, tu n'as pas de field qui existe dedans, c'est juste une string à mettre dedans, et c'est tout. By design, on ne peut pas construire quelque chose qu'on ne peut pas représenter, qui n'a pas de sens, quand on a correctement conçu notre type. Donc c'est comme ça qu'on le corrigerait, ici, pour avoir un truc qui marche. Ensuite, on ne peut pas accéder aux données contenues dans l'énumération sans tester la variante de l'énumération, parce que sinon, là, ça n'a pas de sens. Un code comme ça, où on essaie d'accéder au field user, on ne peut pas juste dire « Ah je pars du principe que c'est un credential » et y accéder. Non, il va nous dire que non, ce field n'existe pas dans l'énumération. On est obligé de tester ce que c'est, donc en faisant du pattern matching, par exemple. C'est là qu'on voit l'héritage de Camel, de Haskell et de tous les langages un peu plus fonctionnels. Pour ça. Par construction, on ne peut pas utiliser mal nos données. Pareil, si on vient rajouter une nouvelle variante, pour le dev, on se dit c'est pratique de laisser l'API qui n'a pas d'authentification, rajoute une variante none. Là, il va nous dire à la gueule, non, là, tu as mis un pattern dans ton énumération qui n'est pas couvert, tu ne peux pas y accéder. Il faut que tu le gères, et le compilateur nous aide énormément en disant littéralement, mais qu'est-ce qu'il faut rajouter dans notre expression mal? Si on compare par exemple à du C++, j'essaie de représenter à peu près la même chose. Un truc classique qu'on pourrait faire, c'est une structure avec une énumération d'un côté et différents fils de l'autre. Et c'est la responsabilité du développeur d'utiliser correctement cette structure-là. Là, on peut voir que dans l'exemple que j'ai mis, je dis que c'est un token, mais en réalité, j'ai rempli seulement les fields user et pass. Là, ça va nous péter en disant non, là, on a une segfault, ton pointeur il est nul, ça va pas. Pareil, si on se met à rajouter une nouvelle variante, là c'est none. On voit qu'on a juste fait un if else tout bête, on n'a pas rajouté, le compilateur ne nous dit rien. Là, ça va segfault dans le deuxième parce que le user n'existe pas non plus.
Même si on ne fait pas de pointeur et qu'on utilise juste des variables normales, là c'est encore pire. Parce que tout à l'heure on avait une segfault, donc au moins ça nous plante et ça nous dit où est-ce que ça ne va pas, ce qui se passe mal. Là, nos strings sont juste initialisés à rien du tout. Ça va juste pas marcher, mais sans erreur nulle part. On aura juste ça va fail de manière silencieuse. Un autre point que je vais aborder, c'est comment Rust construit sa gestion d'erreurs et certains types de données grâce aux énumérations. Là, je vous ai mis deux types qui sont essentiels dans le langage, option et result. Option, c'est puisque en Rust, la notion de nul n'existe pas. Il n'y a pas de pointeur nul, il n'y a pas de nul, on ne peut pas représenter quelque chose qui ne pointe sur rien. C'est remplacé par le type option qui a deux variantes, some qui contient quelque chose ou none qui ne contient rien. On voit tout de suite que si une fonction doit renvoyer quelque chose qui peut être présent ou non, qui peut être prouvé ou non, bah, il va renvoyer un option avec deux variantes. Avec le match qu'on a vu tout à l'heure, on sera obligé de tester la bonne variante avant d'y accéder. Pas de pointeur nul, pas de truc « ah bah j'ai oublié que c'était pas nul, de tester c'était pas nul », ça juste marche. Et ensuite la gestion d'erreur. Il n'y a pas d'exception en Rust, c'est uniquement pareil, une erreur est une valeur qu'on renvoie via result, qui a deux variantes, ok si ça a marché, et erreur qui contient une erreur si ça n'a pas marché. Pareil, on ne peut pas juste considérer que l'opération a réussi, on ne peut pas accéder au contenu. Quelques exemples, par exemple, il y a une structure hmap dans la lib standard, donc une opération toute bête pour récupérer une clé dans la hmap qui nous renvoie un option. On crée une hmap, on met quelques data dedans. Si on veut y accéder, par exemple pour récupérer le nom en minuscule, bah, comme on a vu tout à l'heure, ça le compilateur il nous le refuse. On ne peut pas partir du principe que la clé existe dans la hmap. On ne peut pas juste get et utiliser immédiatement sans tester que c'est la bonne variante. On serait obligé de tester. Il y a un petit raccourci qui s'appelle expect et unwrap, qui sont un peu en quelque sorte, s'il n'y a rien dedans, fais un panique. Il y a quand même donc l'option de planter si ça n'existe pas, mais ce qui est très important ici, c'est qu'on est obligé d'écrire quelque chose en plus pour avoir le comportement crash si ça n'existe pas. Ce qui fait qu'à la review de code, ça c'est une grosse alerte rouge qui va sonner pour le lecteur, et il va tout de suite dire bah non en fait fais pas ça. Ou alors écris-moi un pavé au-dessus qui dit pourquoi ton invariant dit que c'est bon. Dans le cadre précis qu'on a là, oui effectivement c'est bon, mais dans du code de production, jamais on ne met ça. Et ça c'est un gros avantage avec Rust. C'est qu'une code base, on peut assez vite voir si elle va planter comme ça. On fait un grep sur expect ou unwrap dans la code base. On sait les différents endroits où ça peut crash littéralement et éteindre toute l'application. La façon la plus simple, c'est de faire encore une fois du pattern matching. Là, on a une autre construction avec le construct iflet. Pareil, encore une fois, on voit très bien l'influence de Haskell et Camel. Pareil pour les opérations faillibles, ça renvoie juste un result avec la donnée et une potentielle erreur. Ce code ne compilera jamais, encore une fois, parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec le compilateur, il va nous dire non, cette méthode n'existe pas. Et encore une fois, il nous aide en nous proposant une solution sur comment le faire. Le compilo qui aide, c'est extrêmement important, puisque beaucoup de gens qui entendent parler de Rust entendent aussi dire ça que c'est un langage qui est très dur à apprendre. Un langage où il y a beaucoup de subtilités. Mais il ne faut pas oublier que le compilateur nous aide énormément. Très souvent, il va nous dire essaie de faire ça à la place. Il nous suggère. En quelque sorte, on peut limite faire du pair programming avec un compilateur tellement il nous aide. Il y a cette proportion de nous aider. Donc là, encore une fois, on va tester la bonne variante, on réutilise notre pattern. Mais c'est là qu'on a une autre puissance de Rust, c'est que si on devait faire ça pour les erreurs tout le temps, on aurait beaucoup de code de boilerplate avec tout le temps if, ok, machin, on fait ça. C'est pour ça que Rust propose un opérateur qui est le point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est juste un petit sucre syntaxique qui va juste faire littéralement un match. Si c'est une erreur, tu renvoies l'erreur. Sinon, tu renvoies tu juste gardes la bonne valeur. Et c'est ça qui permet de faire, faire remonter les erreurs aux fonctions applantes. Encore une fois, c'est explicite. Quand on lit du code, on sait tout de suite que là, il y a une erreur qui peut être remontée. Alors que dans tout plein de langages, dès qu'il y a des exceptions, on ne le sait pas forcément. Que ce soit en Java, en Python, en JavaScript, on ne sait pas. Là, on le sait immédiatement. Et surtout, quand on voit la signature de la fonction, on voit que ça peut renvoyer une erreur, on voit quel type d'erreur ça peut renvoyer. Là, j'ai mis un exemple type IO error qui est un des types de la bibliothèque standard.
qui est utilisé par toutes les fonctions qui accèdent au file system, au réseau, qui va avoir scanné tous les détails à ce niveau-là. Si on compare à du Go, en simple exemple, bah oui, là cette fois-ci, effectivement, on voit toujours qu'il y a une erreur qui peut être envoyée, mais déjà on a un simple type erreur générique, on ne sait pas quel type d'erreur ça peut être, quels peuvent être les différents détails de l'erreur, et c'est extrêmement simple d'oublier de tester l'erreur. Là, le compilo, il dit absolument rien, ça compile, ça peut partir en prod, et ça peut exploser en prod après. Donc il faut rajouter tous les tests d'erreur de partout, et s'il y a des gens qui ont déjà fait du Go ici, vous savez quand même que les codes base Go sont souvent absolument littered. Là, il y en a partout, des if, er, not, nil. Voilà, il faut limite une touche dédiée au clavier pour ça. Encore pire, si on prend du Python, pour le même exemple, là, ces deux fonctions-là, on ne sait pas ce qu'elles peuvent renvoyer une erreur. On ne sait pas qu'elles peuvent throw une exception. En lisant cet exemple simple, on sait qu'ouvrir un fichier, ça peut foirer. Que le read du fichier peut foirer lui aussi. Mais juste en regardant le code et la signature, on ne le sait pas. Dans des cas plus complexes qui peuvent cacher plein d'éléments derrière, on ne sait pas que ça peut avoir une erreur. Une erreur en Rust, à quoi ça ressemble? Une erreur, c'est encore une autre énumération. C'est une énumération de tous les cas qui peuvent arriver et qui, encore une fois, vont contenir les différentes erreurs qui peuvent être sous-jacentes. Là, j'ai pris comme exemple l'erreur d'une bibliothèque pour taper des API REST, qui va avoir différents cas d'erreur. Le client HTTP s'est vautré, on n'a pas réussi à parser l'URL. Il y a eu une IO error, encore une fois, qui réutilise l'erreur de la stdlib. Là, quand on gêne nos erreurs, on peut savoir IO error, on va tester dedans. On va regarder, est-ce que c'est un timeout? Ok, c'est bon, on peut retry après. On a toutes les infos. C'est pratique pour plein de points, parce que quand on regarde le type, on sait tous les cas qui peuvent se passer, tous les cas d'erreur qu'on peut avoir. C'est exhaustif. Un autre point très important, c'est que s'il y a un nouveau cas qui peut mal se passer, c'est une ligne à rajouter dans l'énumération. Comparer ça à des systèmes avec des exceptions, il faut créer à chaque fois une nouvelle classe à ce niveau-là, qui va hériter d'exceptions, qui va implémenter 2-3 trucs, dans lesquels il faut mettre des datas, beaucoup de boilerplate à écrire. Là, une ligne, on est tranquille. Comment on l'utilise après? Là, si on veut faire un client qui va implémenter un mécanisme de retry, avec le pattern matching, c'est extrêmement simple d'exprimer dans quel cas on va retry, dans quel cas c'est même pas la peine de réessayer. Si le serveur nous renvoie une 500, une 500 c'est a priori c'est temporaire, donc on va retry. S'il nous renvoie une 400, même si on réessaye, on peut réessayer, on peut réessayer, on peut réessayer. Si notre cas n'est pas valide, c'est pas la peine, donc là on va abandonner. En résumé, Rust, l'avantage c'est que le chemin facile, c'est le chemin qui est facile. Et c'est le meilleur chemin. Puisque gérer des erreurs, c'est un point d'interrogation à rajouter. C'est court, c'est concis et c'est explicite. Au risque de me répéter, pour faire un panic, il faut écrire explicitement unwrap ou expect. Pour avoir un cas de plantage en prod, c'est important. Et par le mécanisme des énumérations et surtout du pattern matching, c'est extrêmement facile de tester nos différentes variantes, puisque ça encourage le développeur à le faire. On sait tous, on est des développeurs, on est flemmard, on veut faire la façon qui est la plus facile pour nous à faire. Donc je pense qu'on a tous déjà écrit dans du code, juste allez hop, catch exception, et puis rouler jeunesse. Là, c'est facile de faire plus complet et mieux. D'autres éléments, Rust a aussi des concepts d'assez haut niveau, comme les itérateurs et ainsi de suite, qui permettent d'exprimer la logique business de manière assez simple et de vraiment voir ce qui se passe. Et Rust emprunte beaucoup au langage fonctionnel et surtout avec toutes les notions de MapReduce, puisqu'il nous permet très facilement d'exprimer un flow de données en disant voilà, j'ai une collection, je veux juste récupérer la liste des noms d'utilisateurs, je vais faire un itérateur, je map et je collectionne dans une autre collection. En Python, effectivement, c'est encore plus simple, c'est une compréhension de liste. Et en Go, là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a pas du tout ces notions-là. Donc, on a obligé de faire commencer à l'ancienne, où on parcourt notre array, des index. Et ce genre de construction, ça peut paraître bête comme ça, mais ça va énormément nous aider. Et ça va éviter toutes les classes d'erreurs d'index of outbounds, d'erreurs de off by one. Plutôt que vraiment de réfléchir en tant que tableaux qui ont des cases, qu'on correspond, machin, c'est vraiment, on prend une collection, on la filtre, on applique des opérations dessus, et c'est un flux qui est naturel pour le faire.
En plus, accessoirement, c'est une syntaxe qui est assez, certes, c'est relativement verbeux, mais au moins on voit les opérations les unes après les autres, on sait dans quel ordre ça se fait. Si on prend du Python, je pense que n'importe qui a déjà fait des compréhensions de listes un tant soit un peu complexes, c'est qu'en fait, au bout de 3 loops, on s'y retrouve plus du tout, puisque la syntaxe est dans un ordre qui n'est pas du tout naturel, alors que là, on voit vraiment les infos flow, ligne après ligne, ça se passe très bien. Et si on prend des langages qui n'ont pas du tout ce genre de notion-là, bah là, on retourne à juste des gros tests imbriqués, des appends, des manipulations en fait, de bytes de liste à l'ancienne. Maintenant, je vais parler des API Rust. Par le type system, Rust nous encourage à faire des API qui ne peuvent pas être mal utilisées. Là, l'exemple que je prends, c'est Mutex. Je pense qu'on a tous déjà modifié des données sans lock le mutex avant, ce qui arrive assez facilement. Toi, si je sais que toi, oui. Voilà. Le type mutex il est assez intéressant puisque c'est lui qui va contenir la donnée. On donne la donnée au type mutex et c'est dans le type mutex que la donnée va vivre. On n'a plus, nous, de pointeurs, de référence à ces données-là. On les donne au type mutex et c'est lui qui va les garder, il ne les relâchera jamais. Le seul moyen de l'avoir, c'est on appelle lock, qui va nous renvoyer ce qu'il appelle un mutex guard. C'est un pattern qui est très courant en Rust. C'est quelque chose qui va représenter un lock. Là, en l'occurrence, ça représente un lock. Ça peut représenter une donnée temporaire. C'est présent. Et ce mutex guard, on peut l'utiliser comme étant notre donnée lockée. Il va nous fournir, on peut l'utiliser après directement comme on veut. Là, si on oublie le lock, notre map, on ne peut pas juste insert dedans. Ça va nous dire, non, la fonction n'existe pas sur mutex. Pour ça, il faut lock. Et on peut insert dedans avec le mutex guard. Et on ne peut pas non plus oublier d'unlock le mutex, puisque en Rust, tous les éléments sont libérés à la fin du scope. Donc là, à la fin de nos accolades, notre guard qui s'appelle map n'existe plus, le mutex est automatiquement unlock. Et c'est ça qui est assez intéressant. Le seul problème que ça ne résout pas, c'est les deadlocks, mais ça c'est encore un autre sujet, et beaucoup de théories ont été écrites dessus, comme quoi c'est un sujet qui est très compliqué. Là déjà, corriger le fait d'oublier de bloquer un texte, c'est déjà pas mal. Et beaucoup d'API sont comme ça en Rust. Autre élément qu'on ne peut pas faire, et là je vais aborder un sujet qui fait souvent très peur, qui s'appelle le borrow checker. On ne peut pas faire leak des données du mutex. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien se dire, je vais essayer de récupérer ma donnée, une référence vers la donnée grâce au mutex, grâce au lock, et le retourner de mon expression. Là, j'essaie de mettre dans ma variable airport le résultat de map.get. Et bien ça, le compilateur nous dira que non. Le compilateur va vérifier, quand on fait une référence vers une donnée, la durée de vie de cette référence. Il va voir quand on prend une référence vers une donnée, et si on essaye de libérer l'objet sur lequel ça pointe avant qu'on ait libéré la référence elle-même, il va dire non, on ne peut pas faire ça, ça ne compilera pas. Et c'est ce qu'il nous dit. Map, d'où est borrow la référence, le contenu de notre data lockée, est libéré à la fin de notre bloc, et par contre on essaie de renvoyer une clé de notre hashmap de notre bloc. Et ça, par conception du langage et grâce au borrow checker, il nous empêche de le faire. Et c'est encore quelque chose qui est extrêmement utile. Je pense qu'on peut tous être d'accord. Les données partagées, c'est trop compliqué. Maintenant, le type system peut être poussé encore plus loin. Juste aborder assez rapidement une bibliothèque. On a tous besoin d'ORM dans nos applications. Un qui existe en Rust s'appelle Diesel. C'est un ORM qui pousse le type system extrêmement loin. Il a un query builder pour construire ses requêtes de base de données. Et il va représenter la requête entièrement avec le système de type de Rust. Et avec toutes les contraintes qui vont avec. Et si le type ne peut pas être représenté ou qu'il viole certaines contraintes du type system, le compilateur dira non, ce type ne compile pas. Et la façon dont est conçue la bibliothèque, c'est qu'une requête SQL invalide ne pourra pas être construite et ne compilera pas. Cet ORM nous garantit que si le code compile, la requête générée sera correcte et ne sera pas refusée par la base de données. Il n'y aura pas d'erreur sur la requête SQL elle-même. Et dès qu'on commence à écrire des requêtes compliquées, c'est extrêmement important. Un exemple assez simple,
Là, c'est un extrait d'une application de prod. J'essaie de récupérer le fil deleted d'un autre modèle comme un modèle agent. Bah là, effectivement, il me dit qu'il y a des erreurs et que ça ne marche pas. Le seul inconvénient de cet ORM, c'est un peu pareil pour que tous ceux qui ont fait des templates en C++, c'est la taille des erreurs. Voilà, ça, désolé Rust C, mais j'ai pas le temps de te lire. Ouais, mais bon, pour le coup, c'est extrêmement verbeux les erreurs à cause de ça. C'est le problème de toute la métaprogrammation. On peut comprendre pourquoi les gens n'ont pas voulu des génériques en Go de la peur de ce genre d'éléments comme ça. Ça apporte tellement d'avantages que moi j'aime bien. Pour le coup, ce genre d'erreurs-là, au bout d'un moment, après un petit moment à bosser avec l'ORM, on commence à les connaître, à reconnaître les erreurs qui nous balancent, et on les reconnaît assez vite, et on les corrige assez vite, mine de rien. Et surtout, c'est rentable. C'est-à-dire que derrière, tout est vérifié à la compilation, et je préfère passer 10 minutes de plus à faire compiler mon code qu'après à passer une demi-heure à le débugger en prod un vendredi soir, alors que je dois être au bar avec des amis. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Et c'est vraiment ça ce que je veux transmettre, c'est que Rust, oui, ça a un intérêt pour des applications métiers, pour des applications back-end. Puisque même si la performance n'est pas critique, même si la memory safety n'est pas critique pour ce genre d'application-là, la construction du langage fera qu'on construit des applications qui seront robustes. Et ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Et ce que ça donne en prod, bah, ça donne des applications qui sont là, qui ne plantent pas. Et les seules erreurs qui nous restent, c'est des erreurs vraiment de logique métier. Effectivement, oui, si on s'est planté sur une set machine et qu'on met de la mauvaise transition d'état dans une ressource, oui, là, un compilateur ne pourra pas vraiment nous aider. Sauf dans certains patterns extrêmement avancés que nous permet le système Notib, mais que je ne vais pas aborder ici. Mais c'est vraiment ça. Il ne reste que les erreurs de logique métier. Toutes les erreurs vraiment pénibles, null pointer, de qui arrive au runtime, de j'ai pas checké ci, j'ai pas checké ça n'existe plus. D'autres éléments qui sont sympathiques pour de la prod, c'est tout l'écosystème autour de l'observabilité, puisque Rust n'est pas qu'un langage, c'est aussi un écosystème autour. Et il y a un gestionnaire de paquets, comme dans beaucoup de langages modernes aujourd'hui. Il y a un écosystème qui est vraiment en énorme développement et qui est vraiment très, très agréable, avec beaucoup d'éléments qui sont sympathiques. Là, juste un exemple. Dans une application, ce qui est très important aussi, c'est le logging. Savoir ce qui s'est passé, avoir de la visibilité sur ce que fait l'application, sur ce qu'elle a fait, à quel moment, pourquoi, avec quelles données. Avec l'intégration de systèmes comme le tracing et OpenTelemetry, ça s'intègre avec le système de logging de Rust pour faire ce qu'on appelle du structured logging. C'est-à-dire passer juste d'une ligne de log qui est juste une ligne de texte formatée peut-être d'une façon un peu particulière, ça va émettre des logs qui vont aussi avoir des tags clés-valeurs. Là, c'est un petit exemple qu'on a. On sait qu'on a une première partie avec un tag VM qui a comme valeur par 2 machin, et qui a différents après qui vont aller plus loin. Ça va créer, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'OpenTelemetry ici, mais ça va générer des spans. Chaque span va avoir des tags associés. Rust va automatiquement, avec les bibliothèques de tracing, prendre ces spans et les tags attachés au span pour les mettre en tant que clé-valeur dans du log structuré. Là, c'est affiché sous forme sympa pour les humains à lire, mais c'est extrêmement trivial de faire un logging en JSON pour après ingérer ça dans du Kibana ou dans plein d'applications de gestion de log, et éviter d'écrire des queries Elasticsearch qui font 3 km de long pour retrouver la moindre data dedans parce que quelqu'un a fait un format un peu bizarre dans ses logs. Et ça, c'est trivial à obtenir. Dans du code, c'est juste rajouter une petite macro instrument devant la fonction. Là, celle-là, elle va automatiquement prendre les arguments de la fonction pour les rajouter en tant que tag à notre span. Et là, les lignes de log que vous avez vues avec toutes les infos, elles sont juste générées par le petit info que vous avez en bas, qui n'a pas beaucoup d'infos associées, qui lui ne logue rien, mais qui aura quand même attaché à lui toutes les datas qui auront servi pour générer la requête. Et ce qui permet de faire du logging sans se poser tout le temps la question, mais quelles seraient les datas utiles à mettre avec mon log? Là, juste, j'ai un environnement, j'ai un span, j'ai des tags qui sont déjà dedans, j'ai mis juste des événements de logging, et après, ça va être ingéré automatiquement. Et ça, donc ça se retrouve à la fois sous forme de log, mais aussi sous forme de tracing distribué, pareil avec OpenTelemetry, qui est quand même extrêmement puissant, ce qui peut nous donner des éléments comme ça,
Alors ça, c'est, voilà, il y a beaucoup d'événements, mais là, donc c'est une capture d'un software qui s'appelle Jaeger, qui est une façon de visualiser des événements OpenTelemetry et des spans complets. Là, j'ai pris l'extrait d'une requête d'une de nos API de prod, l'API Private Network. Donc là, c'est tout ce qui se passe derrière quand on crée un Private Network. On voit tous les spans, combien de temps ça prend. Ça donne, c'est un tombeau d'informations qui est absolument génial pour débugger là pour le coup les erreurs de logique métier, puisqu'on voit tout ce qui se passe avec quelles données. On voit le temps que ça prend. Donc on sait que si la database commence à avoir du mal, on verra que le span DB Connect commencera à prendre beaucoup trop de temps. Si on voit que, pareil, on voit qu'on passe trop de temps DB, ça le fera. Tout est rattaché. Là, je n'ai pas expand, mais tous les tags qu'on voyait dans la ligne de log avant sont attachés à tous ces spans. On a toutes les informations temporelles en plus. Et voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Rust, mais qui est extrêmement simple à faire en Rust. C'est littéralement une ligne à ajouter sur chaque fonction qu'on veut qui est intéressante. On rajoute la ligne, ça va automatiquement record tous les paramètres passés en argument. Ça va aussi record s'il y a une erreur et l'erreur elle-même. Et ça va record des informations temporelles. L'un des langages qui a énormément popularisé OpenTelemetry, c'est Go. En Go, c'est beaucoup plus compliqué à faire. En Go, c'est de l'opt-in de partout. En Go, il faut créer son span à la main. Si le span était correctement créé, donc il faut encore plus faire un if span not nul, rentrer dans le if. Il faut manuellement ajouter chaque field qu'on veut mettre dans les tags de notre span, et ensuite faire un differ pour que le span soit automatiquement fermé à la fin de la fonction. Là, une petite ligne en plus, et on est rodé. Ça pourrait être fait dans d'autres langages. En Python, avec les décorateurs, c'est très facile à faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est rare de voir un langage compilé, et surtout avec autant de restrictions que Rust, faciliter autant des éléments vraiment business. Rust a du sens pour le business. Rust a du sens pour faire des bonnes applications. Maintenant, pour aller un peu plus loin, quelques petits exemples, quelques petits liens pour aller un peu plus loin. Donc la documentation officielle de Rust. Le Rust by Example, c'est un site pour apprendre le langage au fur et à mesure via des exemples de code où on peut faire dans le navigateur, tourner le code, il y a un petit bouton Run, on peut modifier le code directement dans le navigateur, expérimenter avec les différents exemples du langage. C'est très très sympathique pour apprendre le langage et surtout de manière douce, d'apprendre les éléments qu'on verra surtout pour l'application métier. Et évidemment, il va jusqu'à toutes les parties très velues du langage, ou quand on commence à partir dans la générique, les traits, le borrow checker de manière extrêmement violente. Dans l'async, je n'ai pas abordé l'async, mais c'est un autre élément cœur du langage pour faire des applications métiers robustes. Le Rust Playground, où on peut écrire directement du code dans le navigateur, avoir accès à une énorme partie des bibliothèques de l'écosystème Rust directement dedans, dans le navigateur, où on code avec un éditeur. Quelle déclaration syntaxique? Il faut le noter, Go n'en a pas. Et c'est très bien pour expérimenter. Et un petit site qui est assez sympathique, Programming Idioms, qui permet de chercher des petites pratiques, des exemples de code, et de voir la comparaison, comment ça se fait dans différents langages. Et Rust a beaucoup d'exemples dedans, donc pour comparer comment faire des choses de manière idiomatique, entre, je ne sais pas quel est le langage que vous utilisez principalement pour du back-end, mais ça sera probablement dedans, et avec des comparaisons avec Rust. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. Et puis, je serais ravi de prendre quelques questions et de parler autour d'une bière avec vous. Le micro est allumé. Merci. J'aurais une petite question pour des gens qui voudraient se lancer en Rust. La question du tooling pour le développeur, donc je pense aux IDE, aux éditeurs, etc., c'est toujours une question majeure parce que c'est quand même pratique d'avoir ces erreurs directement dans le code. Je sais qu'il y a IntelliJ Rust, je sais qu'il y a des plugins VS Code. Qu'est-ce que vous pensez de la maturité de tout ça? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est du work in progress? Est-ce que ça marche pas? Alors globalement, le tooling est très très bon. Rust Analyzer, dont tu as parlé comme plugin pour VS Code, qui marche aussi sur NeoVim, c'est ce que j'utilise au quotidien pour développer. Rust Analyzer va faire énormément d'éléments pour t'aider. Il va notamment, tu l'as peut-être vu sur une slide juste avant, ici. Si tu regardes les petits éléments qui sont en bleu clair,
c'est ce qui s'appelle des inline hints. C'est Rust Analyzer qui te donne les types au fur et à mesure de tes éléments. C'est extrêmement pratique pour développer, surtout dans un langage qui est énormément basé sur les types. Tu combines Rust Analyzer avec soit VS Code, qui a un LSP client qui est extrêmement bon, ou Coq.nvim, ou même maintenant juste le LSP serveur de Vim, de NeoVim. Tu as tout ce que tu pourrais vouloir dans un langage comme ça. Tu as de l'autocompression as you type, fuzzy matching, tu as l'import automatique dès que la fonction est dispo mais pas importante dans ton scope, tu vas juste pouvoir la sectionner, faire CTRL-Y et hop, ça va automatiquement mettre ton import en haut du fichier. Tu vas avoir, qu'est-ce que tu as d'autre de sympathique? Tu as évidemment du refacto pour renommer des fonctions de partout. Voilà, t'es pas au niveau d'IDE que tu peux avoir en Java, puisque Java, tu as maintenant, t'as 30 ans quand même d'outils de refacto, et surtout la verbosité du langage n'est pas du tout la même. En Java, oui, tu as besoin d'un IDE automagique qui te génère les trois quarts du code, parce que c'est du boilerplate sur du boilerplate sur du boilerplate. Je pense qu'on a tous vu FizzBuzz Enterprise Edition. Voilà, c'est un exemple type de pourquoi on a besoin de tooling aussi poussé que ça. En Rust, pour écrire le code, Rust Analyzer, on est vraiment extrêmement poussé. Je trouve bien meilleur par exemple que GoPLS, qui est le language server pour Go utilisé dans VS Code et compagnie. Dans le reste du tooling, tu as un formateur de code qui s'appelle RustFMT, qui te permet de formater de manière idiomatique ton code à la GoFMT. Il est un peu plus customisable, donc ça peut être un avantage ou un inconvénient selon ce que tu préfères. Tu as Clippy, qui est un linter qui aide énormément, qui va te donner non seulement du lint sur oui, ça tu préfères un peu mieux, mais qui va aussi t'expliquer pourquoi. Et c'est ce que je veux dire par le fait que tu peux pair programmer limite avec les outils. C'est que les outils non seulement te disent quand tu fais une erreur, mais ils t'expliquent pourquoi et te suggèrent un remplacement. Et Clippy est très 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 bon à ça. Tu as même beaucoup de cas où tu peux juste faire Clippy autofix, il va modifier le code pour toi et tout corriger. Tu as Cargo, qui est le package manager et qui gère tout l'ensemble de Rust, qui lui va, c'est un peu comme NPM, mais qui marche plutôt bien. C'est sans rire, c'est robuste, il sait te gérer beaucoup de traits, il sait très bien te gérer les conflits de version. Un truc qui est très important, c'est qu'il sait bien te gérer. Ça arrive quand tu fais des grosses applications que tu aies une dépendance, parce qu'elle est transitive, qui apparaissent 3 fois. Parce que tu auras 3 libs qui vont te dépendre dessus, mais avec des versions différentes. Rust sait le gérer, et tant que tu n'essaies pas d'interagir avec sa bibliothèque au travers de ces bibliothèques transitives, tu n'auras aucun souci. Tu peux très bien avoir ta bibliothèque du ID, qui aura 3 versions différentes, tu n'auras pas de problème de compilation, tu n'auras pas de problème de namespace. Ça marche extrêmement bien. Tu as d'autres outils, tu as Cargo.Miri qui te permet de détecter quand tu as des problèmes mémoire. C'est un peu à la Valgrind, mais ça va un peu plus loin, puisque en Rust, tu as une porte de sortie quand tu veux faire du code un peu touchy, ça s'appelle unsafe. Pareil, il va essayer de te check ton code pour te dire quand ça ira pas. Et globalement, tu as beaucoup de trucs. Maintenant, tu as Clang, tu as une intégration pour faire du test coverage via Clang directement, pour instrumenter tout ton code et savoir dans tes tests comment tout est, si tout est bien, voilà, du test coverage, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Et pareil, niveau test, c'est intégré à Cargo pour faire directement des tests dedans, unitaires, très bien. Et pour l'intégration, il y a plein de libs qui existent autour. C'est une question un peu plus sur le choix, on va dire, stratégique de Rust. Moi, je suis convaincu que c'est le meilleur langage du monde, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et du coup, justement, en application métier comme ça, pour être complètement fair play, ce serait quoi les défauts de Rust? Et pourquoi ça vaut quand même la peine de faire du Rust chez Scaleway? Alors, Rust a comme défaut, c'est que tout est explicite. Donc quand tu veux aller vite, quelquefois tu veux juste créer un script poubelle pour 5 minutes, là tu n'utiliseras pas. Dans la vraie application métier, qu'est-ce qui pourrait être un gros défaut de Rust? Tu n'as pas l'écosystème enterprise que tu as en Java, puisqu'on ne va pas se mentir, tu as quand même énormément d'applications business qui sont écrites en Java, tu as un énorme historique Java dedans, donc tu n'as pas accès à tout ça. L'écosystème est encore à construire pour certaines vraiment workflows très entreprises qui là sont un peu en souci. Pareil, tu n'auras pas accès à certains tools qui sont déjà existants pour du Java, pour du C#, enfin .NET sur Microsoft. Ça, c'est un inconvénient. Dans les autres inconvénients, c'est que la syntaxe, c'est encore un langage qui n'est pas extrêmement courant.
Donc à recruter, c'est pas toujours évident. Il se trouve qu'actuellement, on n'a pas trop le souci, puisque Rust est encore dans la période hype. Quand Python est devenu hype, c'était assez facile de trouver des bons développeurs Python, puisque c'était des gens qui étaient un peu intéressés dans le langage, qui étaient intéressés par la programmation, qui allaient s'y mettre. Là, Rust, actuellement, on est à ça. On a eu moins de mal dans l'équipe à recruter des développeurs Rust que des développeurs Go. Et moi-même, je n'y attendais pas. C'est un pari. Pareil, en termes d'inconvénients, les temps de compilation peuvent souvent être extrêmement longs. La trace que j'ai montrée d'OpenTelemetry tout à l'heure sur l'application, sur l'API Private Network, elle, si tu veux la compiler from scratch, ça prend plusieurs minutes, malheureusement. Les builds incrémentaux sont de temps en temps légèrement longs. On est à 10-15 secondes sur ces applications-là, mais il y a des trucs qu'on a un peu mal fait. On pourrait s'améliorer là-dessus. Mais oui, c'est assez facile de faire exploser les temps de build. Donc si tu as des gens qui sont vraiment impatients, ça peut avoir un peu d'impact sur ta productivité. Par contre, derrière, tu économises énormément sur ton temps de debug. Autre inconvénient, truc que tu pourrais faire en Python et pas en Rust, en fait pas vraiment avec n'importe quel langage compilé, c'est des hot patchs pendant que l'application tourne. Rust, ça te génère un binaire qui tourne. Si tu veux mettre à jour ton application, tu ne peux pas la patcher à chaud comme tu préfères sur un truc à base de JVM ou de Python. Là, tu es obligé d'avoir un truc externe qui va rerouter le trafic vers une nouvelle instance de ton application pour quand même continuer à gérer ça, garder ton application vivante pendant qu'elle s'éteint pour la remonter derrière. Ça, c'est encore effectivement un inconvénient. Tu es obligé de plus faire, tu es plus en paradigme microservice que vraiment monolithe que tu as dans de la grosse application business dans certains cas. Voilà. C'est bon, ça répond ouais. Vas-y, vas-y. Bonsoir, je m'appelle Clément, je travaille chez Scaleway. Il y a aussi un point qui est par rapport à Rust. Dans l'accessibilité, c'est que, comme le soulignait Alexis, il y a la partie langage fonctionnel qui est très présente. Le compilateur en lui-même est basé sur la méthode logique. Et donc, c'est vrai que pour la plupart des gens, ça peut être bloquant dans un premier temps de prendre en main le langage parce qu'il y a une il y a cette dualité entre un truc fortement typé et du fonctionnel, ne serait-ce que le keyword let dans le slide. Voilà. Je suis désolé, j'ai coupé la parole à Alexis. Je vous laisse parler. Vous avez des questions, moi je me tais. Voilà. Allez. Il faut aussi rappeler que Rust, effectivement, c'est pas forcément pour les applications métiers. Tu as d'autres langages comme du C# ou du Python éventuellement, etc. Par contre, Rust est suffisamment solide et secure by design pour que Linus Torvalds, quand même, l'approuve dans le noyau Linux. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas que Rust est le deuxième langage officiel pour le noyau Linux. Et aujourd'hui, on peut développer un certain nombre d'extensions. Alors aujourd'hui, très limitées, notamment sur tout ce qui est driver, parce que c'est le plus sensible aujourd'hui. Tous les nouveaux drivers qu'on va implémenter dans le noyau Linux peuvent être écrits en Rust. Alors, je ne reviendrai pas sur pourquoi Linus préfère Rust à C++, bon, ce qui considère que le C++, c'est de la grosse daube. Mais non, enfin ça c'est texto, hein, ça c'est quand même lui qui le dit, même si ses arguments ne sont pas toujours honnêtes, mais passons. Mais en tout cas, voilà, enfin ça c'est Linus. Mais en tout cas, ça prouve que pour ce genre d'application quand même extrêmement critique, extrêmement sensible, on peut le faire. Tu avais même, il y a 1 an et demi, un des créateurs de KVM qui a dit mais pourquoi on ne réécrivait pas toutes les couches de KVM en Rust? Alors bon, le mec a dit tout de suite, c'est une idée folle, il ne faut surtout pas le faire, parce que le KVM est tellement énorme que c'est impossible à faire comme ça. Mais en tout cas, encore une fois, pour des applications critiques, pour des applications sensibles comme un noyau, oui, Rust est totalement légitime et extrêmement intéressant. Après, encore une fois, est-ce qu'on va utiliser Rust partout? Non.
Il est encore un petit peu jeune, il manque un certain nombre de choses, mais on dit pareil de Kotlin, on dit pareil de Swift, etc. On se revoit dans 2-3 ans, l'écosystème Rust va énormément évoluer. Et ça, c'est tout à fait normal. Dans le tooling, dans le compilateur aussi, parce que même quand vous regardez dans Swift, le compilateur a énormément progressé depuis la V1. Rust sera exactement pareil. Donc, il ne faut pas se dire que Rust n'est pas pour moi parce que effectivement, en temps de compilo, c'est hyper long parce qu'il manque tel tooling, etc. Non, ça c'est un faux débat. Si, encore une fois, le langage il correspond à ce que vous avez besoin et ce que vous recherchez, allez-y, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, si c'est pour faire du dev comme vous le faites en Python, en C#, en Java, là, le choix n'est peut-être pas le plus pertinent. Et ensuite, il y a quand même toute la notion de maintenance, quand même. Et surtout, est-ce qu'on va avoir ou pas des casses de compatibilité entre les versions de Rust? Parce que je rappelle que dans certains langages, c'est ce qui se passe. On a des cassures énormes de rétrocompatibilité et on est obligé de refaire un certain nombre de choses. Donc, c'est aussi des choses effectivement à vérifier. Voilà. Et du coup, merci. Je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, sur le kernel, en ce moment, c'est la Linux Plumbers Conference à Dublin. Et hier, il y a eu un talk de quelqu'un de chez Western Digital qui a réécrit le driver NVMe en Rust. Et il faisait un talk, voilà. Mais oui, il y a des gens qui sont fous, mais il voulait prouver à la communauté au plus global, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient Rust n'est pas prêt, Rust n'aura pas les performances requises à cause des abstractions. Voilà, tous les anciens qui disaient non, il n'y a que du C optimisé à la main qui peut aller aussi vite. Ben, en fait, il avait les mêmes perfs que le driver en C qui pourtant lui a des années de maturité. Voilà, ce qui est assez intéressant. Et ensuite, sur les incompatibilités, Rust a des garanties de ne pas péter les compatibilités sur les versions majeures. Donc ton programme écrit en Rust 1.15 compile toujours aujourd'hui en 1.63. Et surtout, Rust, pour ne pas se bloquer dans certains choix de design, à ce qui s'appelle des éditions, qui sont une façon de changer certains bouts du langage, mais en gardant la rétrocompatibilité. Ça va changer par exemple les éléments qui sont importés par défaut dans le namespace global. C'est totalement opt-in, on dit quelle version on utilise, et surtout chaque crate, chaque lib dit quelle version on utilise. Et le compilateur sait compiler et utiliser des crates qui sont dans des éditions différentes. Et c'est comme ça qu'il résout certains points justement d'incompatibilité, et pour quand même faire certains breaking change, mais qui ne sont pas cassants. Justement, l'un des objectifs de la team de Rust, c'est d'éviter le fiasco Python 2, Python 3. Voilà, en gros. Je vais poser une question. Ouais. Quand tu as déployé Rust, je ne sais pas si vous avez parlé de ça tout à l'heure, mais comment ça se fait déployer peut-être avec Tailway ou autre façon de déployer Rust? Est-ce qu'il faut redémarrer le serveur? Ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. S'il y a une erreur, qu'est-ce qui se passe quant à le déploiement du serveur? Alors, le déploiement se fait un peu comme en Go, si tu as déjà fait du Go, c'est-à-dire que c'est un binaire qui va tourner, qui va écouter sur un port. Généralement, tu vas mettre un reverse proxy devant. Nous, chez Scaleway, ce qu'on a ici, c'est on a une grosse API Gateway qui va servir à router les requêtes vers tous les services. Ça va gérer la disponibilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a plusieurs services qui tournent de back-end pour une même API. Donc, l'API Private Network, on en a 2 par AZ qui tournent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour un premier binaire, donc on l'éteint, on change de binaire, on le rallume. Mais pendant ce temps-là, les requêtes ne seront pas routées vers celui-là, ça ira toujours sur l'ancien, donc ça tournera quand même. Puis après, on met à jour le deuxième. Ça peut paraître archaïque, mais ça a l'avantage d'être extrêmement simple. Tout est bundle dans un binaire. Un truc que je n'ai pas abordé, mais pour la simplicité de déploiement, Rust, c'est linké en statique. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à installer toutes les dépendances sur la machine, pas à gérer les différentes versions de la dépendance. Ah mais merde, moi en local j'utilisais Arch Linux, les machines de prod c'est l'Ubuntu Focal, il n'y a pas la bonne version de la LibPQ. Voilà, et ça n'arrivera pas. Sauf dans certains cas parce que tu peux quand même choisir d'utiliser certaines libs comme ça. Par exemple pour le SSL, généralement tu peux choisir d'utiliser soit RustTLS qui est une réimplémentation en Rust, soit OpenSSL via les bindings vers le C. En pratique, tout le monde fait du RustTLS parce que c'est juste plus simple. Mais oui, le déploiement est un peu comme ça. Toute l'idée, c'est que ton machin ne plante pas, ça soit vraiment toi qui contrôle quand est-ce que tu le redémarres. Ouais.
fait, je répète un petit peu ma question. Effectivement, on voit très bien qu'en Kotlin ou même en Swift, on a eu énormément de soucis de size des binaires. Et c'est l'un des arguments d'ailleurs de Swift 5.5, où effectivement on gagne jusqu'à 30 à 35% de taille au niveau binaire. Est-ce qu'on a le même problème en Rust ou est-ce que c'est déjà optimisé? Alors, oui. Pour faire court, Rust est extrêmement verbeux sur les informations de débogage qu'il émet dans les binaires. Quand on fait juste un cargo build sur une application, là nos applications, je pense que juste l'API Private Network, donc il y a un microservice gRPC qui tape sur la DB, qui envoie des messages RabbitMQ, mais qui fait pas non plus, c'est pas non plus un service bancaire qui va gérer les transactions du monde entier. Le binaire fait en mode debug, il doit faire 300 mégas. Donc oui, c'est un gros souci. Par contre, en mode release déjà, il est beaucoup plus petit. Et ensuite, on peut déjà strip les infos de debug. Donc là, on tombe à, je crois qu'on doit être à 20-25 mégas pour le binaire. Donc ça, c'est tout à fait acceptable. Nous, on fait le choix de garder une partie des informations de debug. On ne garde pas absolument tout. Tout ce qu'on va garder, c'est les symboles et les informations des numéros de ligne pour les symboles, pour pouvoir émettre des stack traces lisibles à Sentry. Et pour ça, on active une option du linker pour compresser en gzip ces informations-là. Donc on tombe sur des binaires qui font entre, ils doivent faire une soixantaine de mégaoctets. Ce qui, voilà, c'est à la fois beaucoup, mais dans le cas précis où on est là, c'est pas grave du tout parce que ça tourne sur nos machines. C'est pas quelque chose qu'on va envoyer sur le téléphone d'un client comme en Swift. C'est quelque chose, voilà, nos artefacts, on les upload, on a un Nexus interne. La CI crée l'artefact, ça la pousse. Après, c'est poulé sur la machine qui fait tourner les binaires. C'est du réseau interne. Voilà, c'est pas très grave. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive assez vite, la taille des binaires. Et vu que tu en parles, il y a aussi le problème de la taille du dossier temporaire de Rust. C'est-à-dire que tout le monde connaît le même de Node Modules qui prend la planète entière. Rust, il y a le dossier target qui va contenir tous les fichiers objets linkés temporaires. Celui-là, il a tendance à exploser. C'est pas rare qu'il dépasse les 50 Go sur la machine. Hein. Ça, c'est... En fait, ce qui se passe, c'est que justement pour éviter, je parlais tout à l'heure du fait que Rust arrive à gérer plusieurs versions de la même crate dans le même arbre de dépendance. C'est parce que pour ça, il est extrêmement nazi sur le côté je ne réutilise pas des trucs qui ne sont peut-être pas bons, donc il va préférer recompiler avec des hash différents toutes les crates plutôt que de risquer une erreur de compile et que ça linke pas. Et par contre, il a tendance à oublier de nettoyer les anciens, donc ça peut pas mal s'accumuler. Donc oui, c'est un souci qu'il y a aussi de temps en temps, il suffit de RM le dossier, il va recompiler, et ça se fait bien. Mais oui, la taille est un problème. Et c'est lié aussi au temps de compilation, parce que vu la quantité d'infos de debug qui balance, derrière c'est LLVM qui va passer de bytecode LLVM vers les instructions machine pour différentes architectures. Ça génère une quantité phénoménale de bytecode LLVM, et LLVM en fait a beaucoup de mal avec et prend beaucoup de temps pour compiler ça. Après, l'avantage c'est que Rust tourne sur énormément d'architectures. Là, il y a un an et demi maintenant, en target qui était rajouté au compilateur, c'est eBPF. Donc maintenant, le Rust est le deuxième langage qui peut être compilé vers de l'eBPF, vers des probes eBPF, en plus du C. Donc c'est assez sympathique, ça tourne partout. Voilà. Je te coupe une seconde. Ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on fait le talk. Les pizzas sont arrivées. Je ne veux pas laisser refroidir. Je vous demande encore 5 secondes d'attention. Je vais couper le recording